Bonjour à tous et merci. Je suis Michel Pochon, le délégué général de l'AFR. Merci à tous d'être là. Merci surtout à Madame Auffauvre d'avoir bien voulu prendre un peu sur son temps très précieux pour nous faire un petit panorama sur l'actualité réglementaire bancaire et potentiellement une petite incursion assurance. Et en tout cas, c'est un privilège de vous recevoir, Madame Auffauvre, dans cette salle qui est un peu compacte. Donc on a tenté de pousser un petit peu les murs. On joue largement un guichet fermé. Et merci encore, ça témoigne de l'importance de vos propos. Je vous dis, tout le monde connaît. SQLT, je dis quand même quelques mots sur votre parcours. Un parcours très fidèle à la Banque de France, où vous êtes rentré en 1984. Vous avez eu un grand nombre de fonctions de management au sein des directions qui s'occupent des marchés et de la politique monétaire, tout ça jusqu'en 2002. Vous avez pris d'autres fonctions qui étaient, si je ne me trompe pas, vous étiez directrice adjointe des opérations de marché au sein de la direction générale des opérations. 4 ans plus tard, vous avez été nommée directrice financière et de contrôle de gestion. 4 ans plus tard encore, secrétaire générale de la Banque de France. 5 ans plus tard, directrice générale de la stabilité financière et des opérations. Depuis quelques années encore plus tard, c'est-à-dire en ce début d'année 2023, secrétaire général de la CPA. Cela veut dire que vous avez une expérience de la politique monétaire, de la supervision, juste à peu près inégalée. Nous avons retenu ce matin avec vous trois thématiques parmi un très grand nombre de celles qui auraient pu être retenues. Celle de la résilience bancaire avec autour de l'exigence en capital des banques et l'approche de la mise en application de CRR3 et de CRD6. On n'a jamais été aussi près, si l'on peut dire, d'un point d'aboutissement qui a quand même une histoire qui a commencé en 2017 avec l'accord de finalisation de BAL 3. Il y a eu un accord politique obtenu en trilogue au mois de juin de cette année et puis la publication du paquet législatif est attendue dans quelques semaines. Ouais, je ne sais pas si vous avez des indications un petit peu plus précises, mais c'est à peu près l'horizon de temps, fin 2023 ou début 2024. Nous allons également parler du reporting ESG. C'est une matière devenue tout à fait centrale dans les activités financières, je vais dire les activités des établissements financiers, mais pas que les activités des entreprises. À tout ceci, il y a bien sûr une continuité. Nous avons là une CSRD qui a été publiée fin 2022, qui renforce l'obligation de publication des reportings de durabilité des entreprises, avec des premières publications attendues pour 2025 pour les banques. L'acte délégué au SRS sur les standards européens de reporting de durabilité qui a été adopté cet été, et puis la CRD6 va donner un mandat à l'EBA de donner des guidelines, on va dire, sur les plans de transition qui seront la matérialisation de ces obligations de reporting. Et puis nous ferons un point également sur les cryptoactifs et la finance des intermédiaires, puisque nous avons un règlement MICA sur les cryptoactifs qui ne traite pas de la finance décentralisée. Il faut envisager un MICA 2 pour traiter cette partie manquante. Quand on a abordé ces trois sujets, on n'a pas abordé toute l'actualité réglementaire. Donc, après un exposé d'une trentaine de minutes de Madame Auffauvre, nous aurons une 3/4 d'heure ou à peu près pour une séance de questions-réponses de façon très libre. Et Madame Auffauvre y répondra dans la mesure du possible et dans la mesure des connaissances, en particulier du calendrier que je mentionnais tout à l'heure. Merci à tous et merci beaucoup, Madame Auffauvre. Merci beaucoup pour cette introduction. Vous m'entendez bien? Oui, je crois. Donc, oui, ça se comprend mieux au fond, ça va aussi. Oui, vous m'entendez bien, d'accord, très bien. Donc merci pour votre invitation. Effectivement, vous l'avez rappelé, je crois qu'il est temps que je prenne ma retraite. Non mais je tiens la conclusion. D'ailleurs, il y a quelques visages quand même que je connais au titre de mes précédentes fonctions. Ça me fait plaisir de les revoir. C'est un programme très vaste que vous venez de tracer, donc
où on pourrait y passer des heures, donc on va y passer 30 minutes. Donc je vais quand même un peu survoler pour vous donner, disons, les points importants pour nous. Bien sûr, je ne vais pas rentrer dans le détail. J'ai des collègues qui m'ont préparé des slides, je pense même qu'il y en a un peu trop, donc il y a certaines que je vais passer rapidement. Mais enfin, on va essayer de couvrir les 3 sujets et surtout de vous dire comment, voilà, les points d'attention de la CPR. Alors, vous m'aviez mentionné les priorités de la CPR par rapport à tout ce sujet-là. Donc cette slide, c'est juste pour vous rappeler nos priorités de l'année 2023. Venant de l'année 2022, évidemment, nos préoccupations principales étaient le suivi des risques liés à la situation économique et géopolitique, en particulier le ralentissement économique dans un contexte de remontée des taux d'intérêt. Donc c'était quand même un changement de paradigme particulièrement brutal. On avait beaucoup d'inquiétudes fin 2022 sur la conjoncture de l'année 2023. On craignait quand même un trou d'air très marqué premier semestre 2023. D'où l'importance de ce point d'attention. Bon, finalement, la conjoncture a été plus résiliente que prévu, mais on voit malgré tout qu'elle reste très atone. Donc il y a peut-être un peu un décalage dans le temps et surtout peut-être une croissance très atone, plus durable qu'anticipée. Donc ça reste un sujet d'attention pour nous. Puisque, bien évidemment, sous cet angle-là, et les tensions géopolitiques restent, bien sûr, très importantes, enfin, se sont même plutôt accrues. Donc, tout ça, on voit les changements dans les chaînes de valeur, etc. Donc, il y a quand même des impacts, à la fois de la hausse des taux, la hausse des prix qui l'inflation est en train de bien revenir, mais enfin un ensemble d'environnements qui peut impacter à la fois les business models et le risque de crédit, qui est un point évidemment d'attention important, même si pour l'instant le coût du risque est historiquement faible et reste historiquement faible, donc c'est une bonne nouvelle, mais quand on se projette un peu vers l'avenir, on se dit qu'il a quand même de bonnes chances de rebondir. Et la part des prêts non performants est aussi tout à fait basse. Donc on part d'une base tout à fait satisfaisante, solide, mais disons que c'est un point d'attention. Le deuxième point d'attention, c'est la remontée, enfin les risques liés à la remontée des taux d'intérêt. On a quand même traversé une période de plus de 10 ans avec des taux d'intérêt très bas. Donc ce changement de paradigme et forcément impacte le secteur financier. On l'a vu d'ailleurs en France, avec le pincement de la marge nette d'intérêt pour les banques, puisqu'on a cette particularité du système bancaire français, enfin pas du système bancaire, mais du mécanisme de prêt en France avec beaucoup de prêts à taux fixe, alors qu'en même temps on a cette épargne réglementée dont les taux ont évolué très rapidement. Donc on a eu ce phénomène de pincement de la marge nette d'intérêt dans la banque de détail, qui a été beaucoup plus marqué, en fait, qui a été marqué en France, qui a existé un peu en Allemagne, avec une situation totalement différente en Italie et en Espagne, par exemple. Donc, un point d'attention sur cette gestion des taux d'intérêt et aussi, on l'a vu, la gestion actif-passif qui a quand même été aussi pris un peu à revers, si je puis dire, après des années de fonctionnement selon un certain modèle, a été prise à revers et donc une adaptation, un ajustement des établissements quand même assez différente et avec plus ou moins de succès, on va dire, dans l'ajustement de la gestion actif-passif et l'ajustement de la couverture des taux d'intérêt. Voilà. Et puis bien sûr la revalorisation des actifs immobiliers et financiers. Point d'attention bien sûr sur l'immobilier. Les prix immobiliers avaient fortement augmenté, y compris après la période du Covid, bénéficiant d'une épargne des ménages et une épargne des entreprises très élevée.
Et donc cette remontée des prix de l'immobilier était sans doute pas soutenable, donc il y a une correction inévitable et on le voit avec aussi une diminution très marquée de la production de prêts immobiliers. Voilà, alors je ne vais pas rentrer plus dans le détail. Évidemment, on continue. Ça ne veut pas dire que toutes ces préoccupations-là nous fait arrêter nos ambitions en matière de meilleure couverture du risque cyber, qui reste vraiment une priorité, et le risque climatique. Donc c'est vrai que côté ACPR, une de nos préoccupations est d'arriver à bien prioriser tout ça et à bien répartir nos ressources. C'est pas évident, mais en tout cas, on a quand même des lignes claires de priorité. Et puis, on rappelle, bien sûr, en matière de protection de la clientèle, c'est un point d'attention très fort, avec des attentes qui restent élevées. Et puis, je mentionne aussi le renforcement de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. On a fait notamment pas mal de contrôles sur place sur le respect du gel des avoirs. C'était un élément très important de 2022. Donc ça reste un sujet aussi qui est en haut de notre agenda. Donc on a de quoi s'occuper et de quoi vous occuper par la même occasion en 2023. Et vous voyez que finalement, donc, je vais vous dire un mot sur en quoi ce programme a été éventuellement bousculé par l'actualité du printemps 2023 avec ces crises bancaires aux États-Unis, puis l'affaire du Crédit Suisse. Donc, bien sûr, ça a été frappant dans le sens où, quand on a eu cette remontée forte des taux d'intérêt, on a plutôt pensé que le système bancaire était résilient. Et qu'on avait plus de risques du côté du non-bancaire, NBFI. Et puis finalement, on a quand même eu une crise bancaire classique, je dirais, née aux États-Unis dans les banques régionales américaines, avec des effets de contagion extrêmement rapides, des effets de perte de confiance très rapides, des sorties de dépôt à une vitesse qu'on n'avait jamais imaginée. Donc c'est vrai que par rapport à tout le travail réglementaire qu'on avait fait depuis 2008, c'était quand même un peu pour nous un rappel à l'ordre, si je puis dire, enfin une sonnette d'alarme sur le fait, premièrement, le métier bancaire est un métier à risque et que l'évolution du contexte extérieur doit être vraiment pris en compte par les superviseurs dans leur façon d'analyser les business models et les risques portés par les banques. Bien sûr, les problèmes sont venus en premier lieu d'une mauvaise gestion des risques dans ces établissements. Donc ça, je le dis et le redis parce que c'est quand même un défaut de gestion des risques dans ces établissements qui est vraiment très clair. S'agissant du Crédit Suisse, disons que là, pareil, une culture du risque qui sans doute n'était pas suffisamment ancrée et aussi des business models fragilisés. Donc, quelles leçons nous on a tirées de ces événements? C'est qu'il est indispensable d'appliquer. Ce n'est pas un problème finalement d'insuffisance de régulation, c'est plutôt un problème d'insuffisance d'application de la règlementation. Donc ça, c'est vraiment ce qu'on a défendu, avec deux aspects. Le fait que, en particulier, les règles baloises doivent être appliquées sans doute à un périmètre plus large de banques, parce que finalement, ces banques régionales américaines qui n'étaient pas considérées comme ni internationalement actives, ni avec une empreinte systémique large, finalement, par les effets de contagion, ont eu cette empreinte systémique, puisque les autorités américaines ont été obligées de mettre en œuvre un dispositif au titre du risque systémique. Donc, il est vraiment important d'appliquer le périmètre de la régulation à un périmètre suffisamment large de banques. Et puis, deuxièmement, quand même, c'est l'efficacité de la supervision elle-même. Et de notre point de vue, mais tout en restant prudent, de notre point de vue, le fait qu'on ait développé un modèle de supervision plutôt intrusive dans l'Union européenne, c'est ce qui fait que ça s'est arrêté quand même aux portes de l'Union européenne et que les banques européennes sont considérées comme résilientes. Et c'est vraiment notre constat d'une bonne résilience des banques européennes
parce qu'on a appliqué partout les règles bâloises et parce qu'on met en œuvre une supervision intrusive. Donc, c'est pas toujours agréable, mais finalement, il nous semble que ça a quand même des effets positifs, comme l'ont montré ces événements. Et la contrepartie, c'est que voilà, on considère vraiment aujourd'hui que notre priorité, c'est la mise en œuvre de Bâle 3 et complètement et jusqu'au bout, mais seulement Bâle 3. Je dirais, hein, de ne pas rouvrir ce calendrier réglementaire parce qu'on a eu ces crises bancaires. Il nous semble que c'est vraiment une question d'application et de mise en œuvre de la supervision. Alors, peut-être cette slide, je peux la passer assez rapidement. Je n'ai pas de scoop particulier sur le moment où on arrivera à la fin du trilogue. Nous, ce qu'on espère véritablement, c'est que ce sera fait d'ici la fin de l'année. Il me semble que les points de discussion résiduels, bon, il y a quelques crispations. Mais on est assez confiant que la présidence espagnole arrivera à surmonter ces difficultés et qu'on aura un texte adopté d'ici la fin de l'année. Voilà, c'est vraiment notre sentiment. Mais bon, l'Europe reste compliquée. Donc si on est sur une publication fin de l'année ou tout début 2024, le calendrier envisagé pour l'entrée en application CRR3, ce sera janvier 2025, CRD6 mi-2025, CRD6 mi-2025, et pour la partie régime des succursales de pays tiers, mi-2026. Bon, ce calendrier, vous savez que côté américain et UK, ils annoncent une mise en œuvre pour mi-2025. Donc on verra si le calendrier indiqué là est tenu ou si petit glissement jusqu'à mi-2025. Mais l'objectif, c'est vraiment de pouvoir tourner cette page. Alors, je rappelle rapidement pourquoi c'est une réforme prioritaire. Bon, d'abord parce que ça fait quand même 10 ans qu'on a travaillé là-dessus et qu'il est vraiment important de pouvoir mettre un point final à tout ce calendrier de réforme post-grande crise financière. Et quand même l'objectif, hein, c'était toujours de renforcer la résilience des grandes banques, du secteur bancaire, en renforçant donc la sensibilité au risque des approches standards. Et puis, comme vous le savez, il y a eu tout ce débat sur le modèle interne, approche standard, avec la mise en place de cette output floor, donc un plancher d'exigence en fonds propres pour les risques évalués en modèle interne. Donc, c'était le compromis de décembre 2017. Donc, maintenant, il faut mettre tout ça en œuvre. Et il nous semble que la transposition de Bâle 3 dans le compromis européen est équilibrée et que, au total, compte tenu du fait que les banques ont progressivement quand même renforcé leurs fonds propres significativement depuis 2008, l'impact qu'on estime sur les exigences en fonds propres en moyenne pour l'Union européenne, c'est quand même, enfin, le saut supplémentaire, je veux dire, c'est progressivement réduit. Donc, fin 2022, le BA estimait que l'impact serait de plus 9% sur les exigences de Tier 1 en moyenne pour l'Union européenne, contre 13,1% estimé 2 ans auparavant. Donc c'est quand même, ça prouve d'abord parce qu'il y a l'affinement des paramétrages, hein, donc c'est pas simplement le fait de la hausse des fonds propres des banques en Tier 1, c'est aussi l'affinement des paramétrages. Voilà, donc il y aura une mise en œuvre progressive. Donc, tout ça nous paraît tout à fait absorbable par les banques et permettre un atterrissage tout à fait acceptable. Je rappelle quand même aussi que c'est un accord équilibré dans le sens où il y a des dispositions transitoires européennes qui ont été conservées, notamment pour le calcul de la output floor. Donc ça a été maintenu à l'issue des trilogues,
avec une période d'application assez longue, hein, puisqu'on va jusque fin 2029 ou 2032 selon le type de transition. En même temps, je le dis, pour nous, il était important que ça reste transitoire, parce que sinon, on n'applique pas BAL 3, donc tout le travail qu'on fait d'harmonisation, et on va continuer à surveiller que la mise en œuvre de BAL 3 par aux États-Unis, au UK, se fait selon vraiment en maintenant le level playing field. Si nous-mêmes, on a des mesures transitoires qui deviennent permanentes, je pense qu'on perd en crédibilité. Donc, on était d'accord pour aménager des dispositions transitoires longues, mais il faut que ça reste transitoire. Et puis, il y a quand même la prise en compte d'un certain nombre de spécificités européennes. Voilà, le fait en particulier, l'assimilation des prêts cautionnés aux prêts hypothécaires, c'est un point important dans le dispositif français. Et je mentionne donc cette question du level playing field. C'était très important qu'on ait les propositions américaines et UK pendant qu'on était encore en phase de négociation pour s'assurer que la transposition était équilibrée. Et la Commission se garde la possibilité d'un acte délégué pour ajuster le traitement du risque de marché en cas d'écart avec les juridictions tierces. Donc là, c'est un petit peu l'arme qu'on garde, puisque le point de compétition le plus fort, c'est sur le traitement des risques de marché, de manière à s'assurer que ce level playing field entre grandes banques est bien assuré. Voilà, donc c'est effectivement un paquet de discussions, de négociations extrêmement lourd, extrêmement complexe, mais sur lequel on pense qu'on arrive à un accord équilibré qui respecte bien et qui est conforme aux standards balois. En passage, je mentionne que la Commission et les co-législateurs ont réussi à intégrer un certain nombre de sujets. Attendez, si je manipule en même temps, voilà. Un certain nombre de sujets d'actualité qui ont été intégrés dans le package. Donc, le comité de Bâle a fait des recommandations concernant les expositions des banques sur les cryptoactifs, donc ça devrait être intégré. C'est un traitement provisoire, hein, c'est les premières réflexions du comité de Bâle sur le sujet, mais ça permettra quand même de commencer à avoir un traitement prudentiel de ces expositions-là. Des travaux sur le cadre réglementaire de la titrisation pour atténuer l'impact de l'output floor. Donc ça, c'est un sujet que nous, on pousse vraiment. On regrette que le marché de la titrisation ne se redéveloppe pas davantage. C'est vraiment un sujet d'attention pour nous, surtout si on prend en perspective la question du financement du changement climatique, de la décarbonation des économies, de la trajectoire de décarbonation. Et c'est un élément de faiblesse, si je puis dire, des marchés de capitaux de l'Union européenne. Y compris par rapport au marché américain, puisque de ce fait, les banques titrisent moins comparativement aux banques américaines. Et puis, il y a la réforme du régime concernant les succursales de pays tiers. On a beaucoup bataillé sur la question du niveau d'application de la output floor. Donc ça, c'était vraiment un sujet de grosse discussion et ça reste un élément de crispation qui explique le fait qu'on n'a pas complètement débouché. Mais on pense qu'on arrivera sur ce compromis qui est que, donc, il y a un certain nombre de pays hostes qui défendent vraiment l'application de la output floor à chaque niveau de calcul des exigences prudentielles. Dans le compromis, il y aura bien une option qui sera levée au niveau national pour l'application au plus haut niveau de consolidation domestique. Donc on pense qu'on va atterrir définitivement là-dessus. En fait, la crispation, c'est parce qu'il a été proposé que la Commission puisse faire un rapport d'évaluation sur la mise en œuvre de cette output floor et ces niveaux d'application à l'horizon de 3 ans, et les pays hostes ne sont pas d'accord sur même l'élaboration d'un rapport. Donc, mais je pense qu'on devrait arriver à surmonter cette question-là.
Je signale qu'il nous reste beaucoup de travail une fois que ces textes au niveau 1 auront été publiés, puisqu'il y a environ 130 mandats donnés à l'EBA pour décliner tout cela. Donc beaucoup de travail en 2024 pour l'EBA. Et comme je l'ai dit, une attention soutenue au projet de transposition UK et US. Bon, très rapidement pour vous dire que, comme je l'ai mentionné, la crise des crises du printemps, finalement, n'ont pas dévié nos priorités, parce que je pense qu'elles ont tout à fait reflété nos points d'attention. Je dirais que aujourd'hui, les points d'attention sont encore plus sur le risque de crédit, même si, comme je l'ai dit, on est sur une base de départ tout à fait rassurante. Et d'autant plus rassurante qu'à l'issue du premier semestre, si on prend par exemple les résultats avant impôt des 6 grands groupes bancaires français, on a des résultats d'un peu plus de 27 milliards d'euros en hausse par rapport au premier semestre 2022. Et que les ratios de solvabilité en moyenne s'établissent à 15,5%. Donc, ce sont vraiment des niveaux tout à fait renforcés par rapport à il y a une dizaine d'années et sont en hausse. Et on a eu des stress tests de l'EBA au printemps qui ont aussi montré la résilience du secteur financier, du secteur bancaire européen, puisque en dépit de scénarios de stress particulièrement sévères, on a eu une déplétion, une baisse moyenne de capital d'un peu plus de 5%, mais toutes les banques ont passé le test. Donc, on est quand même confiant sur la résilience du secteur bancaire. Néanmoins, évidemment, la gestion actif-passif est un point d'attention. Le risque de liquidité, on en entend pas mal parler du risque de liquidité, et le risque de crédit. Voilà, alors tout ça va donner lieu quand même à certains travaux du comité de Bâle que l'on surveillera de près, dans la mesure où, encore une fois, pour nous, il ne s'agit pas de changer la réglementation. Alors je passe vite à la sujet suivant parce que le temps passe. Peut-être sur les enjeux ESG, bon, vous savez que beaucoup de mesures sont prises, réglementaires et directives, pour obtenir le reporting, qui va s'étendre donc aux entreprises de façon beaucoup plus large qu'auparavant, en appliquant le principe de double matérialité et avec une vérification obligatoire des informations de durabilité. Donc c'est vraiment un package très important pour progresser sur le niveau 1, je dirais, de la base du travail en matière d'ESG. C'est une base tout à fait indispensable parce que, comme tous les acteurs nous le disent et comme nous-mêmes nous le constatons, tant qu'on n'a pas de données, c'est quand même difficile d'aller plus loin. Ceci dit, on ne peut pas simplement attendre que tous les boutons de guêtre soient réunis en matière de qualité des données pour avancer, sinon on va attendre très longtemps. Donc c'est une base indispensable, mais c'est évidemment pas une base suffisante. De façon très importante, la Commission européenne a donc adopté ces actes délégués pour préciser finalement les normes applicables pour toutes les entreprises soumises à CSRD. Donc concrètement, qu'est-ce que c'est qui doit être déclaré? Je ne vais pas rentrer dans le détail de cette slide, mais c'est pour dire que le travail réglementaire se poursuit pour vraiment expliquer de façon précise l'ensemble des normes de reporting en fonction des différents piliers de l'approche ESG. Voilà, donc effectivement un dispositif assez ambitieux qui va, avec cette base réglementaire, permettre, je pense, d'obtenir les données des entreprises, parce que les banques ne peuvent pas travailler sans les données des entreprises, mais un très gros effort évidemment, et on compte sur les banques pour aussi accompagner leurs clients dans cet effort.
Mais un troisième aspect très important hein, dans cette dispositif réglementaire, c'est le fait aussi d'encadrer les notations ESG, puisqu'on a beaucoup de notations par divers prestataires, fournisseurs de données. Et du coup, la Commission européenne a vraiment publié son projet de règlement pour avoir une supervision harmonisée pour ces activités de notation qui seront confiées donc à l'ESMA. Et c'est aussi un point très important parce qu'on a quand même besoin d'avoir s'assurer de la qualité finalement de ces notations pour la solidité de l'ensemble de l'écosystème. Donc c'est un point, on oblige à produire des données qui vont être auditées. On aura des notations ESG qui, grâce à ce dispositif de supervision harmonisée, permettra d'en assurer aussi la fiabilité et la qualité de ces notations ESG. Donc c'est tout un écosystème qui se met en place de manière à avoir des informations fiables. Mais nous, on n'a pas attendu tout ça pour avancer côté superviseur. Donc, comme vous le savez, on a lancé des stress tests. C'est un peu pour moi, il y a les données. La deuxième couche, c'est un peu les stress tests. Les stress tests, ça permet de se projeter vers l'avenir parce que finalement, les données, c'est les données historiques, c'est les données d'aujourd'hui. Or, le risque climatique, il va être croissant dans l'avenir. Donc, notre problème pour identifier ce risque-là, c'est bien de se projeter. D'où l'idée des stress tests et du gros travail d'outillage sur les stress tests qu'on a mené depuis plusieurs années avec vous. Et ça, c'est maintenant rentré dans la boîte à outils des superviseurs, ces stress tests. D'ailleurs, l'ACPR retravaille, là, relancé un stress test climatique avec les assureurs, parce que l'année dernière, c'est la BCE qui a fait un stress test climatique avec les banques du MSU. Donc, on s'est dit qu'on n'allait pas renouveler en 2023 cet exercice avec les banques, mais par contre, les assureurs n'ont pas profité de cet exercice l'année dernière, donc il était utile de le refaire avec eux. Elles sont d'ailleurs tout à fait demandeuses parce que, vu l'intensité des événements climatiques, ça coûte de plus en plus cher aux banques. Donc, aux assureurs, exact, pardon. Donc, la deuxième couche, c'est les stress tests climatiques, et ça, nous les garderons dans notre boîte à outils. Mais évidemment, la troisième couche, et je dirais presque la plus importante de mon point de vue, ce sont les plans de transition. Pourquoi ? Parce qu'on a fait la photo, on aime bien dire, avec les données, on fait la photo. Avec les stress tests, on essaye de faire une vidéo projective. Mais avec les plans de transition, on passe à l'action. Et malgré tout, pour réaliser cette transition climatique, il faut passer à l'action. Passer à l'action, c'est se définir un plan de transition, donc une stratégie, vérifier que les business models vont être alignés et compatibles avec la stratégie de décarbonation et bien sûr identifier des risques, avoir un plan d'action qui soit compatible bien sûr avec les objectifs européens. Donc c'est un très gros travail. Le BA a été mandaté pour travailler sur le contenu exact de ces plans de transition. Et c'est vraiment finalement un objectif majeur d'arriver à donner corps à ces plans de transition. Ce qui va être compliqué, c'est que ces plans de transition, ils devront être cohérents, c'est-à-dire finalement cohérents pour les banques avec leurs clients, avec les plans de transition de leurs clients. Donc il y a vraiment une articulation à faire entre les plans de transition sectoriels, les plans de transition individuels, les plans de transition des banques. Et la deuxième chose qui est importante à noter, c'est que ces plans de transition pour les banques vont avoir une dimension prudentielle. Et donc, ce sur quoi on est en train de travailler avec le BA, c'est comment donner corps à cette dimension prudentielle. Et donner corps à cette dimension prudentielle, c'est savoir comment les superviseurs vont être outillés pour pouvoir donner un avis sur ces plans de transition et comment ils vont être outillés pour éventuellement
faire pression sur les établissements quand on considérera que les plans de transition ne sont pas satisfaisants. Donc c'est tout ce sujet-là sur lequel on est en train de travailler, qui est assez compliqué. Donc la question c'est comment finalement on intègre cela dans le SREP, donc l'analyse SREP pour l'Union européenne, l'ensemble des deux. Voilà ce que je voulais dire sur ce sujet-là. Et de manière à donner 2 minutes, je passe directement aux cryptoactifs. Bon, les cryptoactifs, ça c'est juste pour rappeler que c'est très spéculatif, beaucoup de risques. Je crois que je n'ai pas besoin de vous le rappeler. Donc, on rappelle quand même que c'est très important, la CPR a fait des efforts très importants pour accueillir cet écosystème. Et donc on a créé le pôle FinTech avec qui est une porte d'entrée pour l'écosystème FinTech et des startups dans ce domaine des blockchains ou des cryptoactifs pour les aider dans leur parcours réglementaire. Donc tout ça pour dire que notre rôle, nous, est d'accompagner l'innovation au maximum, mais bien sûr une innovation qui respecte quand même les objectifs de sécurité financière et raison pour laquelle on essaye d'accompagner cet écosystème, mais pour qu'il se construise sur une base saine. Il est possible que cet écosystème apporte des avantages importants. On peut imaginer que les blockchains et les DLT puissent offrir un fonctionnement instantané en temps réel et 7 jours sur 7, une traçabilité améliorée, etc. Donc, on considère globalement que c'est une technologie intéressante et qu'il faut l'accompagner. On n'exclut pas qu'il y ait vraiment un développement de la finance tokenisée. Il y a quand même des aspects de la finance qui sont encore peu automatisés sur un certain nombre de produits. C'est d'ailleurs l'optique de la Commission européenne qui a mis en place ce régime pilote là, qui vient de démarrer pour pouvoir tester dans un environnement réglementaire accepté qui sort de la réglementation classique, si je puis dire, pour pouvoir tester l'émission, l'enregistrement, le règlement de titres financiers tokenisés. Voilà, donc pour dire, après le graphique, pour dire qu'on est là quand même pour soutenir ces innovations, qu'on pense qu'il peut y avoir un potentiel avec la finance tokenisée, et que d'ailleurs, au passage, la Banque de France est tout à fait active pour travailler sur éventuellement la mise à disposition d'une monnaie numérique de banque centrale pour les paiements de gros, pour les paiements interbancaires. Je ne veux pas du tout aborder le sujet compliqué de la MNB, c'est le détail, mais en tout cas, offrir un actif de règlement pour la finance tokenisée en monnaie centrale est un sujet qui nous semble intéressant. Une fois dit ça, évidemment, on avait la loi Pacte qui a permis l'enregistrement des PSAN en France. Enregistrement, je le dis bien parce qu'il y avait aussi une possibilité d'agrément, et à part l'agrément récent de la société Forge, c'est le seul agrément qui a été octroyé par l'AMF, tous les autres PSAN ont simplement demandé un enregistrement. C'était mieux que rien, ça a été un apprentissage réciproque, si je puis dire. On a eu beaucoup de demandes au premier semestre 2023, puisqu'on a eu plus de 60 demandes et l'AMF a dû agréer une cinquantaine de PSAN. Au total, il y en a environ une centaine. Mais maintenant, il faut se préparer à MiCA, où là, c'est à peu près l'équivalent de l'agrément que l'on avait, nous, dans notre loi Pacte. Avec, donc, comme vous le savez, deux volets, deux types, enfin, deux volets. Il y a les émissions de stablecoins, donc il y a l'encadrement des émissions de stablecoins, avec deux types de stablecoins, et puis le volet prestataire de services sur cryptoactifs, ce que nous on appelle les PSAN et qui vont s'appeler les PSCA dans MiCA. Donc un gros travail de préparation de ces acteurs, puisque tout ça se met en place au cours de l'année 2024.
Je mentionne que on considère que quand même le risque de blanchiment et financement du terrorisme sur ces actifs numériques est très élevé. Que ces acteurs sont difficilement... Alors, au moment où on regarde l'enregistrement, on regarde si leur dispositif de respect le KYC et de traçabilité des règlements est suffisant. Mais on le voit sur le papier, hein, puisque c'est avant qu'ils commencent leur activité. Donc on a commencé à faire les contrôles sur place après l'enregistrement. Et là, on n'est pas, c'est vraiment, on est loin du but. Hein. Donc je crois qu'à peu près sur les 2 premiers contrôles qu'on a fait, on a fait fermer. Donc on était très loin du but. Voilà, donc je mentionne ça parce qu'il est aussi difficile. Il y a beaucoup de facilités de contournement de la traçabilité. Il y a le problème des wallets non hébergés. Enfin, il y a encore beaucoup de travail sur ce sujet-là. Et l'autre point évidemment délicat, c'est ce qu'on a appelé là, les PSAN internationaux à structure complexe. Bon, allez, on peut dire des gens comme Binance, hein, qui sont des nébuleuses avec des entités pas toujours très bien identifiées un peu partout. En fait, l'avantage de MiCA, c'est que pour les gros émetteurs de stablecoins, il y aura une approche européenne. Il est important d'avoir davantage de vision européenne et de développer une coopération au niveau européen. Voilà, donc un gros travail en 2024 pour se préparer à cette mise en œuvre. Et je termine sur la finance des intermédiaires. J'aime bien dire des intermédiaires plutôt que décentralisés parce que en réalité, ce qu'on constate, c'est qu'il y a une forte concentration de certains acteurs. Donc, le mot décentralisé peut donner l'impression d'une espèce de quelque chose de presque démocratique, mais en réalité, quand on regarde comment ça se passe, il y a une très forte concentration sur quelques gros acteurs, quelques grosses plateformes, et c'est plutôt que c'est une forme de désintermédiation. Donc MiCA, effectivement, ne traite pas de la finance décentralisée, la DeFi ou des intermédiaires, mais on avait beaucoup bataillé pour avoir une clause de revoyure, puisque effectivement au moment où ça a été négocié, la DeFi, on ne pouvait pas la qualifier suffisamment, c'était trop récent. Et donc de qualifier des risques et de par quel bout on pouvait mettre en œuvre une réglementation n'était pas évident. Donc on a bien l'engagement d'avoir un rapport sur la DeFi 18 mois après l'entrée en vigueur de MiCA. C'est la raison pour laquelle la CPR a un peu pris l'initiative de lancer une consultation publique sur un document de réflexion que nous avons élaboré pour essayer de voir comment cette DeFi pourrait être encadrée pour lui donner une base plus saine. Et donc nous avons mis en avant 3 niveaux qui permettraient d'appréhender et de mettre en place davantage de robustesse dans cette sphère. Il y a le niveau de l'infrastructure, finalement l'infrastructure de la blockchain, puisque ce sont des blockchains non permissionnées en général. Donc l'infrastructure, la solidité de l'infrastructure, est-ce qu'on peut mettre en place des exigences pour assurer la fiabilité des infrastructures. Le deuxième niveau, c'est ensuite, derrière, il y a du code avec des smart contracts. Et donc, comment est-ce qu'on peut s'assurer que le code est correct, qu'il ne fait pas l'objet lui-même d'un hacking et qu'il n'a pas été modifié. Donc, on pourrait imaginer un mécanisme de certification des smart contracts. Et puis, après la dernière phase, donc il y a la couche, disons, d'infrastructure, il y a la couche de code des smart contracts, et puis il y a la couche d'interface, si je puis dire, avec le public, les utilisateurs. Et là, comment protéger les utilisateurs? C'est toutes les questions de la gouvernance et de conduite des opérations.
Voilà, donc ce découpage en trois a été bien accueilli par le public, enfin, tous ceux qui ont participé à cette consultation. Et donc ça va nous permettre de continuer à travailler sur ce sujet au cours des mois à venir. En particulier, on met la priorité sur la question des smart contracts. On se dit que là, cette idée de certification des smart contracts peut véritablement être un objet sur lequel on peut progresser assez rapidement. D'autant qu'on commence à avoir des demandes d'agrément pour des émissions de stablecoins. Et que souvent c'est pour des buts assez précis, donc avec des smart contracts pour gérer un certain nombre d'éléments dans la circulation de ces stablecoins. Et donc si ce sont des éléments, comment dire, les smart contracts constituent des éléments de résilience ou de protection des utilisateurs, il faut que ces smart contracts soient solides, sinon le dispositif ne tient pas. Voilà, pardon, j'ai été un peu longue, mais vous m'aviez donné un périmètre très large, donc voilà pour vous donner les nombreux sujets sur lesquels nous travaillons avec vous d'ailleurs, qui sont nos sujets de préoccupation. Merci infiniment. Merci, ça nous donne un socle très solide pour poser un certain nombre de questions sur des points additionnels. Ce n'était là qu'un fragment d'un ensemble. Je voudrais juste commencer peut-être par revenir sur les stress tests de l'EBA. Vous avez très justement rappelé que les stress tests avaient donné des résultats globalement satisfaisants pour l'Union européenne. On a parfois jugé que les résultats français n'étaient pas les meilleurs. Est-ce que vous avez été surpris ou déçu des résultats concernant les établissements français qui n'étaient pas bien sûr tous les mêmes, il y en avait des meilleurs que d'autres, évidemment. Est-ce que vous avez été surpris de ça? Alors, on n'a pas été surpris dans le sens où, compte tenu du scénario qui était donc une inflation très forte, une remontée des taux d'intérêt très forte et en même temps une récession qui durait dans le temps. Ce scénario impactait, comme je l'ai mentionné, particulièrement le modèle français sur la marge nette d'intérêt. Donc en réalité, le stress test, il a fonctionné principalement par le fait que la forte inflation entraînait une augmentation des charges de fonctionnement des établissements. Et c'est principe parce que pour beaucoup d'établissements, ce scénario entraînait au contraire une forte hausse de la marge d'intérêt. Donc on avait à la fois des revenus qui augmentaient assez fortement, des revenus d'intérêt qui augmentaient assez fortement, en parallèle une très forte augmentation des charges de fonctionnement à cause de l'inflation, et c'est cette combinaison, c'est combinatoire. Donc forcément cette combinatoire était plus pénalisante dans un modèle de prêt à taux fixe comme il y a en France. On a néanmoins été un petit peu protégé par le fait que le revenu d'intérêt était plafonné un peu. Donc voilà, on avait un inconvénient, mais qui était en partie quand même atténué par le fait que cette hausse de la marge d'intérêt était quand même plafonnée. Donc ça ne nous a pas tellement surpris. On a été en dialogue intense avec à la fois la BCE et l'EBA pour bien rappeler tous ces éléments du modèle français, et je pense que ça n'a pas... Enfin, c'est exactement ce qu'on voit d'ailleurs dans les faits en 2023 sur les résultats des banques françaises et l'évolution de la marge nette d'intérêt par rapport aux autres banques européennes. Est-ce qu'il y a des questions parmi les questions qui émergent tout de suite? Si. Oui. Moi, je travaille dans les réseaux bancaires, la banque de monsieur tout le monde. Et j'ai pas beaucoup entendu ce que vous avez dit, je dirais un allègement des procédures et, comment dirais-je,
des procédures qui ruissellent du haut jusqu'au guichet. J'ai pas entendu une volonté, si vous voulez, de faciliter le travail avec du guichet. Je vous dis ça dans un contexte, si vous voulez. Je peux bien comprendre une chose, c'est qu'aujourd'hui, il y a un problème d'exclusion, notamment en matière immobilière, des classes moyennes. Et ça, je pense que pour l'instant, on n'en parle pas, mais en termes politiques, je crains que ce soit exclusif. Il y a une vraie difficulté à recruter dans le métier, une paupérisation de nos guichets, qui sont d'ailleurs de moins en moins nombreux, une réduction de l'offre. Personnellement, étant client du Crédit du Nord, je ne vous fais pas de dessin par rapport à la fusion de la Société Générale, etc. Comment vous, est-ce que dans de fois, vous percevez allez, je vais dire ce malaise? Voilà, c'est une vaste question. Hein. Oui. C'est vrai que je ne l'ai pas mentionné, mais un des challenges auxquels est confronté le secteur bancaire, c'est certainement la digitalisation qui amène une transformation du fonctionnement des banques par rapport à leurs clients. Et l'accompagnement, la modernisation du système d'information des banques, l'adaptation à la clientèle, y compris la clientèle parfois vulnérable, est un sujet assez lourd pour les banques. Et d'ailleurs, on le constate, c'est que les résultats bancaires, au travers des valorisations, notamment des actions bancaires, restent un peu marqués par ces perspectives et ces investissements très importants. Donc, je dirais, il y a deux aspects. L'aspect supervision. L'aspect supervision, effectivement, je trouve qu'on va fêter l'année prochaine les 10 ans du mécanisme de supervision unique. Et ça a été un travail énorme. Et il faut bien voir qu'on est parti d'une situation où la supervision était mise en œuvre de façon assez différente d'un pays à l'autre. Donc il y a eu un énorme travail d'harmonisation. Et ce travail d'harmonisation s'est traduit par du processus. Il fallait que toutes les équipes, moi si je prends les équipes qui travaillent chez nous et qui sont dans les Joint Supervisory Teams, donc c'est des équipes de plusieurs pays pour les gros établissements, et avec leurs backgrounds différents, il fallait quand même unifier tout ça. Donc il y a eu un énorme processus de travail, d'abord méthodologique, et après de déploiement dans les processus. Je partage l'idée qu'on est arrivé à l'issue de tout ça sur quelque chose qui est très solide. Il fallait faire cette base très solide, mais qui est sans doute très complexe et assez et d'une certaine façon peut-être qui va trop dans le détail. Est-ce qu'on est capable de prioriser suffisamment? C'est peut-être le travail qu'on a à faire pour la suite. Donc, je pense qu'on a été dans une phase de vraiment de construire ce système. Pour les raisons que j'ai dites, comme toujours en Europe, on arrive à quelque chose qui demande beaucoup de process, parce qu'il faut harmoniser, parce qu'il faut donner la même culture, parce qu'il faut assurer l'égalité de traitement entre les banques de tous ces pays-là. Et donc, ça donne un processus assez lourd. Il me semble qu'on arrive maintenant, on a passé la phase de création, de développement, etc., qu'on arrive à une phase de maturité, et que cette phase de maturité devrait nous permettre d'essayer de reprendre un regard, c'est un peu ma vision personnelle, et d'essayer de simplifier. Je suis d'accord qu'on est arrivé à un dispositif assez lourd qui peut créer une espèce de fatigue à la fois des contrôlés, mais des contrôleurs aussi. Je dis que mes collègues ont une masse de travail très importante. Donc je pense que c'est un peu le sujet. Vous avez peut-être vu que Andrea Enria a commandé un rapport de sages, d'experts sur le MSU, sur son fonctionnement.
qui a été publié, c'est le Wise Person Report, je crois que ça s'appelle comme ça, donc je vous invite à le regarder, et donc effectivement avec un certain nombre de réflexions peut-être pour améliorer encore l'efficacité de notre supervision, mais qui, à mon avis, restera intrusive, puisque, comme je l'ai dit au début, finalement, c'est un mal nécessaire. Vous avez mentionné le crédit immobilier, donc là, c'est peut-être une allusion aux normes HCSF. Bon, la CPR n'élabore pas ces normes, hein, c'est une proposition du gouverneur de la Banque de France au ministre, mais nous veillons à son application. Donc, il y a un certain, ça a été élaboré à un moment où le crédit immobilier était extrêmement dynamique. On est évidemment dans une phase très différente. Néanmoins, la préoccupation derrière cela n'était pas d'arrêter le crédit, mais d'éviter le surendettement des ménages, puisqu'on avait un relâchement des normes d'octroi de crédit. Comme on est dans un contexte différent, l'objectif est de donner un peu plus de flexibilité dans la mise en œuvre de ces normes. Je comprends que comme au début, les normes n'étaient pas respectées, ça a donné lieu évidemment à des réactions de la CPR pour dire c'est des normes, il faut les respecter. Donc je pense que les contraintes qui ont été envoyées dans les réseaux bancaires ont été assez fortes. Aujourd'hui, on dit, ok, on accepte un peu plus de flexibilité. Je comprends que c'est un petit peu long à redescendre dans les réseaux. Donc nous, on incite vraiment les banques à utiliser ces marges de flexibilité avant de travailler sur un éventuel relâchement, puisque pour l'instant, ces marges de flexibilité ne sont pas utilisées. Donc c'est vrai que tout ça ne simplifie pas le travail d'octroi de crédit. Il nous semble néanmoins que c'était nécessaire, parce qu'il ne faut pas oublier que quand on regarde au niveau macro, l'endettement en France a énormément augmenté au cours des 10-15 dernières années, de l'État, on n'en parle pas, mais aussi des entreprises et des ménages. C'est-à-dire que quand on additionne le taux de dette en France de l'ensemble des secteurs, on se retrouve avec un niveau de dette très élevé. Et on sait que quand il y a une crise, c'est vrai, la résilience globale de l'économie dépend aussi du fait que l'ensemble des acteurs ne soient pas trop endettés. Or là, on cumule des dettes élevées du secteur des ménages, du secteur entreprise et de l'État. Donc, il fallait quand même pouvoir prendre un certain nombre de mesures. Donc, on est dans une phase de deleveraging qui est logique avec la hausse des taux d'intérêt. D'où l'importance effectivement néanmoins d'accompagner les ménages. Et pour répondre à la dernière question sur les ménages à revenus moyens, de notre point de vue, il faut qu'il y ait un ajustement des prix de l'immobilier. C'est la seule façon de retrouver un pouvoir d'achat suffisant des ménages. Et donc, le problème, c'est que l'ajustement des prix de l'immobilier est toujours plus lent. Donc, on est dans une phase de transition. J'avais une question pour rebondir un peu sur ces sujets et avec la distribution que vous évoquiez. Que pensez-vous du développement, ça fait un moment maintenant, et ce développement est relativement lent, il y a des fonds de dette, donc en fait la distribution de crédit, mais qui échappe en fait au contrôle des autorités bancaires. Oui, alors ça c'est un... Et ça va se renforcer avec la directive des crédits qui va finalement doubler le monopole bancaire, spécialement en France, puisqu'il devra transposer cette directive et permettre aux fonds étrangers de prêter en finale, c'est possible. Oui, c'est un sujet vraiment important de l'évolution du système financier au sens large. Depuis 2008, on voit que le secteur financier, au-delà du système bancaire régulé, s'est beaucoup développé. Donc, c'est toujours un peu la contrepartie de la réglementation, hein, c'est qu'on trouve d'autres formes pour y échapper. Je pense que c'est vraiment un point d'attention. On voit bien que ces acteurs-là peuvent apporter de la liquidité, peuvent apporter
justement dans le fait que les banques soient plus contraintes parce qu'ils vont apporter des sources de financement d'une nature différente, parce qu'ils peuvent avoir des investisseurs de long terme qui vont, eux, prendre le risque. Quand on discute avec ces intermédiaires financiers, si je puis dire, on voit bien que la nature du risque peut être un peu différente, même s'ils font aussi de la transformation finalement, mais ils ont des investisseurs de long terme qui finalement peuvent aussi porter le risque. Ce qui est d'où le fait que ces travaux sur le non bancaire, qui est porté par le FSB, notre point d'inquiétude, on peut le dire, c'est plus les interconnexions avec le secteur bancaire. Parce que finalement, on a bien vu qu'à chaque fois qu'il y avait une crise sur l'un de ces acteurs, ils ont quand même des liens très forts, soit en donnant du financement à des banques, soit en recevant du financement de banques, soit parce que les banques sont prestataires de services, sont clearers pour eux, etc. Donc cette interconnexion, c'est plus dans cette interconnexion et l'importance de ces interconnexions et la difficulté de les cartographier qu'on a un point d'attention, et nous on considère qu'il faut arriver à avoir un encadrement plus net, plus prononcé de ces activités et des liens avec le secteur bancaire. C'est les travaux qu'on pousse au sein du FSB. Oui, je reviens sur les leçons de la dernière crise, et en particulier le cas du Crédit Suisse. Donc vous avez dit que les capitaux propres moyennement européens, tout ça c'est très bien, c'est à bon niveau. Le seul point, c'est que comme avec Lehman Brothers à l'époque, la crise n'est pas venue des capitaux propres prudentiels, qui étaient dans les deux cas au bon niveau, mais évidemment aux crises de liquidité. Et donc ça pose la question dans la gestion de ces crises du rôle de la Banque centrale. On a vu que la Banque centrale suisse avait mis 50 milliards, elle avait mis 100 milliards, peut-être qu'elle aurait arrêté le problème. Et ça pose aussi la question des plans de résolution. Vous savez que dans toutes les banques, on a des centaines de pages de plans de résolution. Et en l'occurrence, pour le Crédit Suisse, rien n'a été fait en ligne avec les grands principes du plan de résolution. Il y a eu une espèce d'affolement général, une solution bizarre. Donc, quelles sont les vraies raisons, les vraies leçons qu'on tire du fait que les crises viennent plutôt de la liquidité que de la qualité des fonds propres, et que toutes les préparations qu'on peut faire de plan de résolution, dans la réalité, n'ont pas vraiment servi face au gars de la crise? Alors, c'est vraiment tout le questionnement, je pense, des leçons qu'on peut tirer de ces crises récentes. Ce qu'on constate, c'est que après 2008 et tout ce qu'on a mis en place, on pouvait peut-être espérer qu'un run bancaire ne pouvait plus se produire, mais ça se produit toujours s'il y a une perte de confiance. Et ça se produit même encore peut-être plus vite avec les outils digitaux dont disposent les clients de ces banques. Donc, finalement, le risque de liquidité il est toujours là. Et c'est sans doute un des points qui va donner lieu à des travaux complémentaires au comité de Bâle, puisque finalement, il y a certains aspects de risque de liquidité qui ne sont peut-être pas suffisamment développés, comme s'assurer, par exemple, de la concentration des dépôts, du type de clientèle, etc. Donc il y a sans doute un volet, je dirais, réglementaire ou supervision, mais la leçon quand même, c'est que, évidemment, pour nous, principalement, toutes ces crises sont liées avec un problème de business model et de culture du risque. Donc je pense que ça ne va que renforcer nos interrogations et donc notre caractère intrusif sur le travail sur les business models et sur la culture du risque. Donc ça, c'est vraiment... parce que finalement, quand on est confronté à une perte de confiance, compte tenu de la vitesse à laquelle les flux de sortie sont, je veux dire, effectivement, c'est pas en mettant 15% ou 20% de capital qu'on peut faire face. Et vous avez parlé de 50 milliards de la Banque nationale suisse.
En réalité, ils ont été tirés quasiment en une journée. Donc il aurait fallu des montants, même 100 milliards n'aurait pas suffi, vu la taille du Crédit Suisse d'une certaine façon. Donc il est vraiment important d'être très en amont sur la culture du risque et le business model et la capacité du superviseur de questionner ce business model et la culture du risque. Après, quand on est dans une crise de liquidité, effectivement, il y a, selon les situations, sans doute les banques centrales sont obligées d'intervenir, on l'a vu. Alors ça pose la question du dispositif de résolution, les plans de résolution. S'agissant du Crédit Suisse, en réalité, je pense que puisqu'il y a un rapport, il y a plusieurs rapports qui vont être faits en Suisse. Donc ce qu'on sait, c'est que les autorités suisses avaient préparé le plan de résolution depuis plusieurs mois, puisque les sorties, en fait il y a eu une accélération, mais les sorties des dépôts du Crédit Suisse avaient commencé bien avant, dès le mois de septembre. Donc les autorités ont eu le temps de préparer ce plan de résolution. Je pense que l'un des points qui fait qu'à la fin, ils ont opté pour une solution qui ne s'appuyait pas sur le plan de résolution, c'est sans doute d'abord parce que en fait, on n'avait pas testé sans doute un plan de résolution sur un établissement too big to fail. Donc il y a peut-être eu une hésitation. Et il y a justement la question de la gestion de la liquidité. C'est-à-dire comment, au lendemain du plan de mise en œuvre de la résolution, le plan de liquidité est mis en œuvre pour s'assurer qu'on peut faire, parce qu'évidemment tous les autres acteurs réagissent. Donc c'est l'importance de l'activité de marché aussi du Crédit Suisse et donc des implications sur la liquidité globale qui a sans doute un peu aussi fait hésiter et adopter. Donc je dirais que si on replace dans le contexte de l'Union européenne, on sait qu'on n'est pas au bout du dispositif, puisqu'on n'a pas de solution de liquidité au lendemain d'une crise de ce type, dans le cadre du dispositif de résolution. Et ça, c'est un maillon manquant. Donc, on fait travailler sur les plans de résolution parce qu'on pense qu'on va finir par trouver une solution sur cette question de la liquidité et que c'est quand même un élément extrêmement important pour éviter de retomber dans la situation qu'on a eue en 2008, c'est-à-dire de provoquer un bail-out par les contribuables. Et qu'on sait que voilà, on ne peut pas se retrouver cette situation-là. Mais effectivement, en Europe, il nous manque ce maillon qui est comment on apporte la liquidité au lendemain d'un week-end. Monsieur Cassou. Je ne sais pas si vous avez de lire les déclarations d'un certain monsieur Elon Musk. Oui, qui veut supprimer les banques. Qui veut supprimer les banques. C'est exactement ça. Mais si on regarde bien la chaîne de valeur de finance, on voit bien que celle-ci est en train de se transformer complètement d'un système qui, pendant des siècles, des décennies, était tel que les compagnies d'assurance, comme les banques, suivent, je dirais, étaient présents dans toute la chaîne, depuis le début jusqu'à la fin. Aujourd'hui, on constate que les institutions financières n'interviennent que dans un élément qui devient de plus en plus étroit. Une partie de la valeur ajoutée croissante est fournie par les prestataires de services informatiques. Ça, c'est en amont. Et une partie croissante de l'autre côté de la chaîne de valeur se trouve reportée du côté de distributeurs, conseillers et autres de la clientèle. Et finalement, les institutions financières sont de plus en plus réduites, si vous permettez, à la gestion des risques financiers. Mais elles se trouvent confrontées à des acteurs qui sont prêts
reprendre totalement à leur profit la chaîne de valeur en utilisant d'ailleurs toutes sortes de marges possibles qui sont l'exploitation des données sur la clientèle. C'est ça qui est un gisement de valeur considérable. On peut rêver comme d'un système dans lequel finalement les banques disparaissent. Et toutes les activités exercées par les banques, on peut dire ça aussi des compagnies d'assurance, sont reprises dans des réseaux. Donc on ne sait pas d'ailleurs à qui le crime profite, ou à qui les bénéfices profitent, puisque c'est mélangé avec toutes sortes de transactions. En 1930, 31, il y a eu une, 29, 30, 31, il y a eu une petite crise aux États-Unis qui a un peu débordé sur les autres pays et qui a conduit à ce que l'on appelle le Glass-Steagall Act. On dit que, en fait, une entreprise ne peut pas être à la fois fournisseur de services bancaires et fournisseur de billets de chemin de fer ou de n'importe quoi. On a bien vu qu'effectivement, la connexion directe entre des entreprises industrielles et des entreprises financières pouvait conduire à des catastrophes de tous égards. Conflits d'intérêts, mauvais service à la clientèle et autres choses de genre. On voit que la menace existe et fortement. Lorsque j'entendais il y a encore quelques semaines le président de Worldline exprimé dans un débat public auquel j'ai participé, j'ai cru comprendre que Worldline estimait être prêt à intervenir à tous les instants de cette chaîne de valeur de la finance. Dans quelle direction les choses vont-elles passer? Est-ce que les autorités, pas simplement françaises, pas simplement européennes, mais est-ce que les autorités mondiales vont peut-être rappeler que la finance, c'est la confiance? On ne peut pas faire confiance à la fois à son banquier et à ses fournisseurs de charcuterie ou de petits bidules comme celui-là. Ça fait partie donc de cette question de digitalisation. C'est certain que ce sont des challenges pour les banques. Je dirais que, de mon point de vue, finalement, les banques ont très bien géré les évolutions technologiques en rachetant les fintechs. Donc, tant que c'est des petits acteurs, finalement, elles ont accéléré et internalisé tout ce processus-là et donc elles ont très bien suggéré cette question-là. Elles ne sont pas véritablement menacées. Là où il y a vraiment un sujet, c'est les big tech. Et les big tech, c'est effectivement un risque puisque, comme vous dites, elles sont à la fois fournisseurs de services d'infrastructure, donc tout le cloud, toutes les données qui partent dans le cloud, et puis de l'autre côté, l'interface client, puisqu'elles ont des solutions de proximité avec le grand public très performantes. En même temps, il n'était pas illogique d'ouvrir un peu plus la compétition, puisqu'on sait que d'ailleurs la Commission européenne a vraiment agi en faveur de l'ouverture un peu de la compétition, parce que malgré tout, on peut dire que les banques, tant qu'elles étaient dans leur milieu fermé, elles n'étaient pas très incitées non plus à innover. Donc l'innovation et la compétition, ça permet quand même de faire baisser le coût de certains services bancaires, d'apporter un meilleur service. Donc il faut trouver un juste milieu. Voilà, donc je dirais toute l'ouverture à la compétition, les fintech, ça c'est très bien. Le point d'attention, c'est surtout les big tech. On est sur un dispositif qui est, je pense, validé partout. Enfin en tout cas au FSB, à Bâle, etc., qui est même activité, même risque, même réglementation. Donc c'est notre socle de base. Et donc, bien entendu, je pense que ces acteurs vont toujours chercher à rester en marge et donc de développer des services qui resteront en marge de cette réglementation. Donc Elon Musk, il a fait ses déclarations, on en est quand même très loin. Je vous rappelle l'épisode de Libra de Facebook. Quand Facebook a dit qu'il allait sortir son stablecoin Libra, ça a quand même provoqué une réaction très vive au niveau du G20. D'ailleurs, c'était la présidence française qui a lancé des travaux sur ce sujet-là.
Et les Américains n'ont pas du tout laissé faire, alors même que c'est un champion américain. Donc ils ont commencé par leur dire de rapatrier la filiale de Suisse aux États-Unis, puis à la fin, le sujet a été clôturé. Donc ça pose des questions de souveraineté monétaire, etc. Donc c'est quand même un sujet, oui, qui mérite vraiment d'être suivi pour être capable voilà, d'appliquer une réglementation quand on fait les mêmes activités. C'est indispensable. Sinon, là, on a un trou dans la raquette énorme. Donc, on va voir comment ils s'approchent de cette zone, en particulier pour tout ce qui est LCBFT. Et ça, puisque c'est la chaîne des paiements qui est en premier attaquée, c'est l'interface avec la clientèle. À l'inverse, il y a des gros appétits et nous, on voit dans les dossiers d'agrément qu'on commence à nous déposer sur des stablecoins. Pourquoi ? Parce que il y a l'envie d'aller concurrencer des Visa, des Mastercard, ou des Amex qui prennent des fees extrêmement élevées. C'est vraiment des vaches à lait. Et où on se dit, voilà, certains se disent, ben voilà, je peux faire pour moins cher. Et d'ailleurs, aussi les grands distributeurs comme Amazon et autres trouvent que ça leur coûte cher. Donc il y a un enjeu de compétition sur ces fees du paiement par carte qui est énorme derrière ça. Voilà. Donc voilà, je ne serais pas aussi. Voilà, les big tech, c'est un sujet. Et je dirais, pour l'Europe, c'est un sujet de souveraineté. J'avais une question concernant la compétition européenne et notamment dans le secteur des fintech. La CPR a déployé beaucoup de moyens pour aider les fintech à déployer en France. Je veux savoir quels sont les moyens que la CPR déploie pour que ces fintech, par la suite, restent en France dans un univers de compétition réglementaire de supervision européenne qui est très très important. De par le cadre même de la DSP, qui est une directive étant appliquée de façon très différenciée dans les pays européens, mais également en matière prudentielle, puisqu'il y a un traitement prudentiel des fintech qui est différent en France qu'en Allemagne par exemple, mais également par le traitement des dossiers de la CPR lors de non-agrément, etc. Il y a toute une série d'aspects, il y a vraiment une vraie compétition réglementaire et de la supervision au niveau européen, intra-européen, qui nous impacte fintech en déploiement, notamment pour les fintech pas européennes. Est-ce que quelle est l'approche de la CPR en France et également au sein de l'UE? Alors, je dirais que on cherche à accompagner cet écosystème. Donc, comme vous le mentionnez, comme je l'ai dit tout à l'heure, on a mis en place des moyens assez importants avec le pôle FinTech, etc. On travaille aussi beaucoup au niveau de la réglementation européenne pour faire passer... ce qui est important, c'est d'assurer ce level playing field et donc d'essayer d'avoir une harmonisation la plus poussée possible de la mise en œuvre de la réglementation. Et d'où MICA, on a beaucoup soutenu MICA par exemple. Donc je pense que ça passe à la fois par le côté réglementaire et puis par l'accompagnement que l'on a au niveau français de tout cet écosystème qui, je crois, se développe bien, ce qui montre que la politique a été a été très successful de ce point de vue-là. Alors bien sûr, il y a une compétition. Pour nous, il est aussi important de fonder le développement de cet écosystème sur une base solide. Je crois que c'est absolument indispensable. Si on a des business models qui finalement ne tiennent que parce qu'on ne respecte pas une réglementation, ça ne marche pas dans la durée. Donc c'est pour ça que cet accompagnement de l'écosystème était important pour essayer aussi de faire comprendre les règles du jeu. Parce que quand un business model existe uniquement parce qu'on ne respecte pas des règles du jeu, ça ne peut pas marcher. Voilà. Donc c'est un peu ça, on est dans un accompagnement, une proportionnalité. Il est très important d'assurer une proportionnalité, un travail au niveau européen pour que ce soit le plus harmonisé possible et qu'il y ait un level playing field, mais aussi quand même le respect d'une base solide. Et c'est la raison pour laquelle
Oui, quand on instruit un dossier, on l'instruit. On l'instruit parce que il est important que, par exemple, tout ce qui est lutte anti-blanchiment, financement du terrorisme, se soit mis en place. Respect du gel des avoirs, ça c'est pour les aspects un peu de compliance, mais aussi séparation, par exemple, des avoirs des clients. Ça me paraît quand même, aujourd'hui on le voit, indispensable, par exemple, quand on est un prestataire de services sur actifs numériques. Donc on essaye de trouver cet équilibre. Merci beaucoup. Je crois qu'on arrive à la fin de notre échange, parce que l'heure tourne, mais comme vous l'avez dit en introduction, ça mériterait encore beaucoup de développement. Mais peut-être en guise de conclusion, je voudrais vous proposer quelques questions qui reviennent sur le début de votre intervention. D'abord, pour vérifier jusqu'à quel point la définition des priorités stratégiques de la CPR est articulée dans un dialogue européen avec une approche globale des enjeux d'orientation stratégique. Deuxième question, vous n'avez pas du tout mentionné l'impact des sanctions contre la Russie, à la fois en termes de risque et de situation française. Peut-être juste un petit focus là-dessus. Et ma dernière question, moi j'ai été très frappée au moment de la crise du printemps, à la suite des errements de la supervision américaine. L'impression que tout ce qu'on avait tiré comme leçon de la grande crise financière volait en éclats en termes de coopération internationale. Et donc, dans un contexte international tendu qui nécessiterait peut-être davantage de coopération, de dialogue entre superviseurs et même législateurs, au premier pet, tout va en éclat. Quand je dis ça, je dis les conditions d'intervention de l'État, de la garantie des dépôts, etc. Je suis désolée, je vous pose trois grosses questions en main de parcours, mais sinon je serais frustrée. D'accord. Alors, effectivement, quand on élabore nos priorités de la CPR, comme vous le savez, il y a tout un pan de notre activité qu'on fait en totale interaction avec le MSU, puisque la CPR, c'est à peu près 1100 personnes, hein, et sur ces 1100 personnes, il y a, je dirais, au moins 200 personnes qui sont vraiment totalement imbriquées dans le fonctionnement du MSU, en fait, qui travaillent pour le MSU. Ils sont à la CPR, mais ils travaillent pour au moins 200 personnes. Donc, évidemment que notre processus de priorité prend en compte le programme de travail du MSU, prend en compte tout le programme aussi de développement réglementaire. Donc il est finalement pas si différent dans son articulation que ce qu'on peut voir du programme de travail du MSU ou du programme de travail de l'EBA par exemple. Donc là, cette articulation, elle se produit totalement. L'une de nos difficultés, c'est de trouver l'allocation de nos ressources au mieux, compte tenu du fait qu'effectivement, on a un périmètre plus large que le périmètre seulement européen, qu'on doit s'occuper de la protection des consommateurs et que ça, c'est un sujet qui nous prend beaucoup. Comme je l'ai mentionné, la lutte anti-blanchiment, etc., etc. Donc, il faut qu'on arrive à trouver un équilibre. C'est plus cela que les questions se discutent et qui sont assez sensibles. Mais donc, je pense qu'il y a parfaitement alignement par rapport au sujet européen. Sur la Russie, je dirais qu'au moment de l'attaque russe en Ukraine, il y a eu donc ce gel des avoirs. Côté banque française, comme vous le savez, la banque la plus impliquée en Russie, c'est Société Générale, qui a eu la bonne idée de sortir très très vite en assumant la perte. Et du coup, il y a peu d'enjeux aujourd'hui pour les banques françaises par rapport à la Russie.
Il reste quelques enjeux pour quelques établissements en Europe sur la Russie, mais on est bien content qu'ils soient sortis rapidement, puisqu'il est de plus en plus difficile pour les banques qui ont encore des filiales en Russie de pouvoir en sortir, puisque maintenant ça remonte jusqu'à M. Poutine. Donc c'est plus tellement un enjeu du côté des banques françaises en tout cas. Vous savez qu'il y a des discussions à l'inverse un peu compliquées sur le gel des avoirs russes et qu'est-ce qu'on en fait, est-ce qu'on les utilise. Donc mais ça relève plutôt de la dimension politique. Je mentionne au passage que la CPR se penche un tout petit peu sur les modalités de comptabilisation ou de provisionnement lié au risque résiduel que portent les banques sur ces avoirs. S'agissant de la coopération internationale en période de crise, je ne serais pas aussi négative que vous l'êtes, dans le sens où c'est peut-être une des leçons qu'on a aussi prises de cette gestion de crise. Il y a eu quand même beaucoup de dialogue entre les superviseurs, parce qu'on a quand même l'habitude de travailler entre nous. Si on prend plus particulièrement le cas de Crédit Suisse, les collèges de supervision ont bien fonctionné. Il se trouve qu'il y a eu un petit peu du côté européen, on va dire, on a eu le sentiment d'avoir un peu de difficulté de brancher les tuyaux avec les autorités suisses. Mais quand on a fait le débriefing de tout ça, il faut bien voir que ça a été extrêmement difficile à gérer pour les autorités suisses, dans le sens où, en fait, les grosses filiales, c'est aux États-Unis et au UK, que là, ils ont vraiment travaillé main dans la main. Mais ils ont dû gérer tellement de choses entre les aspects politiques, les dispositions législatives ou réglementaires à deux côtés en Suisse, la gestion de toute la fusion avec UBS, les conditions de prise par UBS, plus la situation internationale, que je pense qu'il manquait de personnes pour vraiment gérer l'ensemble des parties prenantes. Donc ils ont géré avec les plus importants et les collèges de supervision ont fonctionné, y compris dans le cas des filiales ou des succursales qui existaient dans certains pays européens. Voilà. Donc je pense qu'au total ça a assez bien fonctionné, ça a plutôt bien fonctionné. Mais on voit que c'est extrêmement difficile pour un aussi gros établissement, pour les superviseurs comme les autorités, de gérer l'ensemble des parties prenantes. C'est pas si évident que ça, parce que en fait, ça repose sur un nombre quand même limité de personnes. Je crois que c'est bon. Effectivement, il nous reste à vous remercier infiniment. C'est moi qui vous remercie pour votre attention et pour les questions.